politique. Voilà. C'est pareil, ça peut donc anticiper aussi les recherches ou plutôt les prochaines éditions ou rééditions du livre. Sans plus tarder, nous allons assister tout à l'heure à l'exposé de Mandy Matata sur les forces et les faiblesses, je veux dire, sur la critique de l'ouvrage Macroéconomie, fondement, microfondement et politique du professeur François Kabouza-Kalala et du doctorat Jean-Paul Moussassa. À ma lecture, le livre, l'ossature du livre oscille autour de trois préoccupations fondamentales. La première, c'est les auteurs, selon moi, se posent la question de savoir, dans leur démarche, comment enseigner les théories macroéconomiques modernes aux étudiants des pays en développement au regard des défis qui leur sont propres. La deuxième... Ça marche ? La deuxième préoccupation de ma lecture, c'est de savoir dans quelle mesure les outils offerts par la macroéconomie moderne peuvent s'appliquer et servir dans l'analyse et la formulation de politiques économiques dans les pays en développement, et surtout quelle crédibilité accorder à cette démarche. Et finalement, de ma compréhension, les auteurs s'interrogent sur la question de savoir, dans cette perspective-là, quelle combinaison politique macroéconomique permettrait d'engendrer à court terme une dynamique cyclique contrôlable et peu volatile, et à long terme une croissance forte et durable, ainsi qu'une prospérité largement partagée dans un pays en développement. Le choix des concepts est important, mais c'est moi qui ai choisi les concepts. Ce ne sont pas les auteurs qui parlent, c'est moi. C'est important de s'en rappeler. Alors, quelle est la trame du livre? Une idée maîtresse se dégage de la lecture exhaustive de ce volume, c'est que l'économie est en mouvement. L'économie est mouvement en fait. Et ce mouvement trouve son explication, dans les appels à l'équilibre. Je vais y revenir. Le livre est structuré en 22 chapitres qui sont eux-mêmes regroupés, 22 chapitres, regroupés en 5 parties. La première partie donne une vue d'ensemble sur les principaux concepts macroéconomiques, une espèce d'introduction. Et la deuxième partie pose les fondements de l'analyse macroéconomique en droite ligne de l'idée maîtresse. Et la troisième partie, qui pour moi est en quelque sorte le cœur de l'ouvrage, c'est l'introduction des fondements, des micro-fondements en fait. Autrement dit, en fait, de la nécessité d'analyser l'économie comme étant en dynamique ou comme étant en mouvement, les auteurs dégagent le fait que l'économie est soumise à des chocs qui s'exercent de manière quasi continue sur son activité et qui tendent à l'éloigner de sa position d'équilibre. Et le processus ou la nature de l'ajustement vers l'équilibre va dépendre du contexte institutionnel de chacune des économies et de la manière dont les agents économiques, privés ou publics, réagissent et donc s'ajustent par rapport aux chocs qui ont éloigné l'économie de sa position d'équilibre. C'est comme ça qu'ils introduisent une partie qui traite du marché, donc de cette question des chocs. Et enfin, ils conduisent l'apprenant sur la discussion autour des dynamiques, à court terme et à long terme, en droite ligne justement de la nature des ajustements qui se produisent, des ajustements macroéconomiques après choc. Voici selon moi, le cœur de la démarche des auteurs. L'un des principaux points forts de ce volume, c'est l'effort que les auteurs entreprennent pour converger vers la frontière des connaissances. C'est important de le mentionner, je vais y revenir tout à l'heure. Sans perte des généralités sur ce que le professeur Kabouya nous a expliqué tout à l'heure, ici, nous avons en 1936 en fait l'acte de naissance de la macroéconomie. Je vais la faire de manière rapide. Et au fil du temps, sur cet axe nous avons le temps, au fil du temps, les paradigmes qui constituent la pensée économique se sont vus modifiés parce que soumis à l'épreuve des réalités.
les crises ont amené les économistes à se remettre en question et donc à changer de paradigme pour rendre leur modèle plus robuste dans l'explication des faits stylisés et aussi dans la prédiction des faits à venir. Donc Keynes a produit l'acte de naissance de la macroéconomie. Des critiques ont été émises par Milton Friedman, notamment sur l'inefficacité de politique monétaire à long terme. Et il y a des positions intermédiaires. Ici, par exemple, il y a tous les travaux de Timbergen, de Klein. Il y a la courbe de Phillips. Je vais passer là-dessus, je fais un passe dessus. Et Lucas introduit la révolution des anticipations rationnelles et la nécessité de baser l'analyse économique sur les fondements microéconomiques. Après Lucas, aujourd'hui un consensus se dégage après Lucas et les économistes de type nouveau keynésien qui ont amendé cette approche lucasienne en introduisant en introduisant notamment la nécessité de considérer les frictions réelles et nominales. On arrive ici quelque part à la production des modèles d'SGE et à leurs amendements successifs pour les rendre toujours plus adaptés aux réalités économiques. Donc là, c'est l'axe paradigmatique en fait. Mais ces évolutions au niveau des paradigmes se sont accompagnées sur cet axe ici d'évolutions en termes de complexité. En fait, chaque fois qu'un paradigme a été remis en question, des outils nouveaux ont été mobilisés, rendant l'analyse économique toujours beaucoup plus complexe. Ces outils sont quelque peu résumés là-bas. Donc, les révolutions ont été législatives lorsqu'elles ont remis en cause tout le cadre d'analyse. Par exemple, Lucas qui remet en cause le cadre d'analyse keynésien. Elles ont aussi été ontologiques, c'est-à-dire on ne remet pas en cause le cadre d'analyse, mais on ajoute des éléments nouveaux de réalité qui viennent réconcilier les faits avec la théorie. C'est par exemple l'introduction des frictions, des rigidités réelles et nominales par les économistes d'inspiration keynésiens. Alors, les auteurs dans leurs livres nous prennent là, nous sommes plus ou moins là, il faut le reconnaître, un collègue l'a dit, dans l'enseignement de la macroéconomie, ou disons dans notre conception de la macroéconomie telle qu'elle est largement enseignée chez nous, nous sommes quelque part là. Alors les auteurs font l'effort de nous prendre par la main, ici, et de nous faire cheminer sur cet axe jusque là où nous pouvons côtoyer la frontière de la recherche en macroéconomie aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est un mérite et c'est la force du livre. C'est-à-dire de manière, un cheminement logique qui associe à la fois les révolutions ou les changements conceptuels, mais aussi les outils analytiques qui les accompagnent pour que nous puissions combler le retard qui nous sépare de l'analyse macroéconomique moderne telle que conçue aujourd'hui, là, à la frontière de la recherche. Pour moi, c'est quelque chose de tout à fait positif qu'il faut souligner, parce que ne pas faire cet exercice de cheminer sur cet axe nous condamne nous-mêmes à admettre l'écart, le fossé intellectuel qui nous sépare des écoles d'économie les plus avancées, et donc à rester éternellement dans le tiers-monde de la connaissance. Au plan cognitif, c'était quelque chose qu'il fallait rompre. Et c'est ça que les auteurs nous ont offert dans cet exercice, donc nous conduire vers la frontière des connaissances de ce qui se fait le mieux en économie aujourd'hui. Alors là, pour résumer ce que j'ai dit tout à l'heure, le premier point fort en droite ligne de ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé que le livre était d'une lecture assez limpide au niveau pédagogique, parce qu'il s'adresse aux enseignants, mais il s'adresse aux étudiants aussi. La démarche pédagogique fait que les auteurs présentent leur présentation analytique dont j'ai parlé se fait de manière détaillée. Ils présentent les noyaux de la théorie économique moderne de manière détaillée. Quand vous lisez les livres qui font la même chose qu'eux, déjà ils sont en anglais, mais il y a beaucoup de zones d'ombre. Vous ne savez pas comment passer d'une équation à une autre, comment introduire tel ou tel autre concept. Mais ils sont généreux, en fait, au niveau intellectuel, parce que la décomposition analytique est tout à fait détaillée. Et ils adoptent une approche axiomatique, mais ils font sauter quelque part où ils allègent le verrou pédagogique lié à l'abstraction des concepts
et du formalisme de la macroéconomie moderne. C'est des concepts très abstraits, c'est un formalisme mathématiquement robuste, certains pourraient même dire répugnant, mais les verrous théoriques sont ouverts parce qu'ils nous il propose à l'étudiant une batterie de concepts qui le préparent au chapitre suivant et qui l'aident à comprendre lui-même peut-être ses insuffisances méthodologiques qu'il doit combler. Et la complexité est donc graduelle. C'est un livre qui peut donc servir pour le premier cycle, le deuxième et le troisième. Il est aéré de manière à ce qu'on puisse adapter, l'enseignant, l'apprenant puisse adapter le contenu selon le type de niveau où il enseigne, où il apprend. Il y a aussi un effort d'exhaustivité. En fait, le livre n'est pas exhaustif, on ne peut pas être sérieux en disant ça, mais il y a un effort d'exhaustivité. À chaque concept analysé, on sent que les auteurs se débrouillent pour en fait, le présenter dans tous les angles et même présenter des concepts connexes qui pourraient aider l'apprenant dans son cheminement vers la connaissance. Donc les concepts sont débattus et les principaux points saillants de l'analyse macroéconomique sont présentés et le livre est abondamment référencé. Il y a beaucoup de références, mais bon, ça ne nous étonne pas connaissant les auteurs et leurs travaux précédents. Il y a aussi cet aspect d'originalité qu'il faut souligner. Je n'ai pas hésité à la tentation de mettre ça. En fait, les auteurs sont congolais. Ça veut dire que dans ma bibliothèque, sous le rayon macroéconomie, j'aurai un livre robuste d'auteurs congolais. Le livre est écrit en français. Les livres sérieux en macroéconomie qui parlent des approches les plus développées sont en anglais essentiellement. Et les livres avec lesquels nous on a appris la macroéconomie, ce sont des livres introductifs qui sont en français, mais ce n'est pas ceux-là qui sont utilisés au MIT. Ce n'est pas ceux-là qui sont utilisés à Harvard. Ce n'est pas ces livres-là. Les livres qui sont utilisés là-bas sont en anglais et ce ne sont pas des Congolais qui les ont faits. Donc si on a un livre qui fait l'effort de converger vers ce niveau de complexification, mais ce niveau aussi de qualité, en français par des Congolais, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Pour moi, c'est assez original. Et le livre, excusez-moi, le livre apporte aussi une espèce d'innovation dans le sens qu'il nous permet d'essayer une expérience pédagogique nouvelle. Ils ont conçu l'application, ils ont conçu 450 exercices. Vous savez, tous les étudiants n'ont pas de livre, mais la certitude, c'est que la plupart d'entre eux ont un smartphone. Ça veut dire qu'ils peuvent emporter sur eux leurs exercices, ils peuvent emporter sur eux des bouts du livre, qui peut les permettre d'adapter leur façon d'apprendre à leur mode de vie qui sont changeants. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Je ne vais pas m'attarder sur ce schéma, mais pour moi, c'est devant ça que les auteurs nous mettent. En fait, ils mettent l'apprenant et l'enseignant devant leurs responsabilités. En reconstruisant en fait l'édifice de la théorie macroéconomique d'aujourd'hui, en intégrant le débat, ici c'est le débat théorique entre les deux principales écoles, et les outils qui sont à la fois mathématiques, qui sont computationnels, un peu, j'ai une critique là-dessus, je vais y revenir, mais qui sont aussi des outils de calcul. En fait, ça met l'apprenant, ça met l'enseignant devant l'édifice de la macroéconomie tel que conçu actuellement de manière consensuelle. Mais aussi le livre nous ouvre la voie sur les recherches futures, pas pour l'économie congolaise en tant que telle, mais pour les développements futurs de la macroéconomie en tant que macroéconomie. Ça veut dire que l'étudiant congolais ou l'apprenant congolais ou l'enseignant se trouve, après avoir étudié la macroéconomie telle que présentée là-bas, en même de préfigurer les prochains développements de la science macroéconomique. Si vous vous rappelez de l'axe où on se trouve, ce n'est pas au milieu de cet axe, ce n'est pas ici qu'on va avoir la prétention de savoir quelles sont les prochaines évolutions de la théorie macroéconomique. On a aussi le droit de se demander comment on peut contribuer à pousser la frontière des connaissances. Donc c'est cet effort qui nous permet d'y arriver. Je vais y revenir dans mon avant-dernière slide, qui est celle-ci. Alors, quels sont les points faibles du livre tel que moi je les ai perçus? Le premier point faible, de mon point de vue, c'est celui qui rencontre peut-être les critiques qui ont été émises ici, c'est que le livre s'inscrit dans le cadre du discours dominant, en fait.
c'est les agents économiques maximisent leurs objectifs. Le ménage maximise son utilité, les firmes maximisent le profit. Ça, c'est le discours dominant, c'est le discours capitaliste.